Mademoiselle Doré, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore la Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Bon, bah ça va. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Bon, bah ça va. Bah écoutez, c'est très simple. Mais j'adore la Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Allons-y. Ça y est, on décolle. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de cinéma de Station B. On n'est pas filmé. Et oui, évidemment, on est là pour vous présenter toute l'actualité du cinéma à Caen, mais pas que. On va critiquer, on va s'amuser autour de toute la cinéphilie caennaise et aussi de quelques événements qui pourraient se dérouler autour de plusieurs cinémas. Évidemment en partenariat avec le Cinéma Luxe, puisque si vous l'avez bien entendu, c'est un petit peu l'équipe anciennement encore plus de cinéma, mais on a décidé de se renouveler, on a décidé d'avancer et de même complètement se modifier. Bon, sur certains points, on va pas épiloguer sur les alliances, mais on est à peu près 10 autour de cette table et ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on peut s'entendre un minima quand même ? Voilà, j'espère que vous comptez le nombre de personnes qu'on est. Ça fait 10. Voilà, et la régie aussi, bon, il y a des sourds et muets apparemment qui sont dans la régie, on est très contents, on est inclusif. En parlant d'inclusivité, nous avons Lazare. Comment vas-tu, Lazare, pour cette émission ? Ça va super, je suis trop content d'être là. Et je peux juste faire un petit big up à Max Harold qui a fait le générique de cette nouvelle émission et il a grave assuré. Voilà, on applaudit Max Harold. Oui, bah on va tout le temps applaudir. Waouh, incroyable. On n'est pas filmé, donc on applaudit pour vos belles oreilles. On a Lenny aussi qui est là. Comment vas-tu, Lenny ? Bah un plaisir, hein. On repart sur une bonne année, beaucoup de cinéma et je sens que dès la première émission on va déjà se foutre sur la gueule et ça j'adore. Ah bah oui, toi tu aimes la bagarre. D'ailleurs, tu as prochainement ton émission de bagarre qui arrive sur Station B, qui est donc Thibaut Inchep versus Lenny. Ça arrive prochainement. Alors, puisque en une année, un peu comme Inoxtag, le Cinéma Luxe l'a présenté avec Kaizen, mais donc tu as décidé de te confronter donc au plus grand youtubeur. Toi qui aimes les sommets, tu te confrontes aussi au plus grand youtubeur donc de France. Bah tu spoil, c'était un projet prévu un peu en calendrier de l'avant. J'en ai rien à foutre. On va te faire foutre, écoute. Bah ok. On va se foutre sur la gueule. Mais j'ai très hâte de ton émission en tous les cas. Premier invité d'ailleurs, c'est Lazare. Pour ta non, première c'était émission. toi, on avait dit. Non. Je t'ai envoyé mon emploi du temps, je suis plus dispo. Ah, dommage. Bah oui, on n'est pas filmé à faire maintenant, donc. On va parler de cinéma en temps. Oui, ça va être pas mal déjà. On a aussi Kevin, beaucoup plus dans la douceur. Toi, t'as pas trop envie de te bagarrer. Salut. Oui, non, il y a rien. Il y a pas de bagarre à avoir. Non. Ça va être une émission tranquille. Moi, j'en profiterai pour une petite revue d'actu. D'accord. Et puis, non, je vais pas spoil. Tu connais un petit peu aussi les travers de Lenny sur son émission de bagarre. T'as pas envie de spoil comme lui. Ouais. Non, voilà. C'est un peu scandaleux. Oui, Lazare. Oui, je voulais juste dire que la voix de Kevin est extrêmement smooth et agréable à écouter. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, toi, tu essaies d'aller beaucoup plus dans les un peu d'un ton. Voilà, et pourquoi t'as pas dit ça déjà sur nous ? Bah parce que ça sonnait pas chaud et comme ça, savoureux, élégant. Élégant. J'essaie de rehausser le niveau d'élégance de l'émission. Voilà. Oui, donc en fin de compte, il va bien y avoir de la bagarre, en effet, Lenny, sur cette émission. Tu avais raison. On a aussi, en parlant de bagarre, Raphaël, comment vas-tu ? Eh ben, ça va super. J'améliore pas la voix de l'émission parce que l'autre il peut annoncer les embouteillages sur la rocade. Moi, qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est une super voix de pouvoir dire genre attention embouteillage sur la rocade. Mais du coup non, je suis un peu enrhumé, désolé pour l'émission, pour la première, je parlais du nez toute la journée, mais ce soir j'ai parlé avec le cœur. Oh, ça c'est beau. Et t'as un grand cœur ? Non. T'es anciennement mon rival, je t'ai toujours détesté de toute façon, je ne sais même pas pourquoi tu es là. Par compassion, l'inclusivité, ça marche 2 secondes, mais bon, là pour On n'est pas filmé, vraiment c'est juste pour t'introduire. Hein. Oui, mais mon cœur est vraiment énorme, j'ai une difformité, genre ça fait la taille d'un puff, mec. Ah ouais. C'est pour ça que tu m'as invité en fait. Bah tu peux le montrer là ? C'est compliqué, mais attends, non je vais pas. Ouais, bah oui. Non mais sinon il se serait tué en fait, c'est ça le truc. Et puis il peut pas le montrer, c'est pas filmé. Ah, oh là là, on va commencer les jeux de mots là-dessus, c'est ça ?
Super, évidemment qu'on n'est pas filmé, on est à la radio. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Là, pour le coup, j'espère que vous avez compris le nom de l'émission, c'est On n'est pas filmé. Pour le coup, on va vous le dire très souvent, c'est normal, c'est le pilote. On est là aussi pour bien appuyer. Et en parlant de cinéma, d'actualité cannaise, on avait envie aussi de vous présenter plus que l'actualité du luxe, anciennement sur encore plus de cinéma. On va vous présenter aussi les petits événements dans d'autres cinémas de Caen et peut-être prochainement, par la suite, l'ambition c'est d'aller même dans des cinémas normands en général. Donc prochainement peut-être des collaborations puisqu'il y a énormément d'activités à faire en plus de nos belles villes du Calvados et en réalité normande puisque évidemment il y a beaucoup à voir dans cette magnifique région. Kevin, en revenant donc sur l'actualité, tu nous as dit que tu allais nous faire une petite revue. Quelle actualité as-tu à nous présenter ? Eh bien, écoute, comme tu disais, on va essayer de parler de l'actu du cinéma à la cannaise. Donc, si jamais vous avez des actualités à partager, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je ne sais pas si on a une adresse mail particulière. Non. On y travaille. Sinon, côté actualité, on va faire national avant de faire local. On a une actualité qui peut vous faire réagir. On se demande si c'est du foutage de gueule ou si c'est bien sérieux. Oh, direct. Avec Marvel. Marvel qui espère voir conquérir Deadpool 3 aux Oscars. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Avec possiblement, il me semble, donc Hugh Jackman et Ryan Reynolds qui aussi pourraient avoir l'Oscar meilleur acteur, meilleur second rôle. Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne vois. Alors, à la limite, les costumes, les effets techniques, le genre de trucs qu'on retrouve Marvel généralement. Mais alors, sur des prix d'interprétation, ça serait très étonnant. Oui, c'est sûr. Oui, Lenny ? De fait, justement, tu y venais. L'interprétation, j'ai du mal à y croire. C'est certainement pas une chose. Par contre, j'aimerais quand même rappeler, même si ce n'est pas Marvel, je crois que Suicide Squad, premier du nom, est un film oscarisé. Je crois que c'était pour meilleur maquillage. C'est ça. Ça fait un peu mal. Oui. Donc après, il y a très peu de chances, soyons honnêtes, véritablement, que un Deadpool et Wolverine réussissent à... Bravo, c'était trop bien. On a vu les abdos de Hugh Jackman. Prends ta statuette et va-t'en. Même si c'était très sympa à voir, mais... Ouais, c'est un peu du foutage de gueule. Je pense qu'ils y vont plus pour en faire parler qu'en espérant véritablement une statuette. Voilà, c'est surtout parce que c'est l'un des derniers de leurs films à ne pas bider ou alors frôler le bide. Donc ils essayent un peu de le valoriser au vu du milliard, je pense, de recettes actuellement. Oui, je crois qu'il a atteint le milliard. Donc évidemment, je pense que c'est aussi pour valoriser leur patrimoine de super-héros. Oui, Raph ? Non, il est compliqué à frôler le bide, vu les abdos du mec. Waouh ! Il était très... Non, vraiment, c'était un truc de fou. Et ça, c'était filmé ? Ah oui. Et ça ? Alors ça, on alors aime. là. Ouais, j'ai un gif, j'ai en plusieurs ah oui, tu l'as pris formation au téléphone. Ouais. C'est vrai, tu le diffuses quand tu veux. Non, après, c'est toi qui as lancé là-dessus, donc moi je développe, je fais comme c'est tout ça. Sinon, côté box-office, on a Megalopolis, dont on va parler tout à l'heure. Les estimations étaient très basses pour le film. Sachez que les entrées sont en dessous des estimations. Voilà. On expliquera sans doute pourquoi tout à l'heure, mais côté point box-office, c'est pas la fête pour Coppola. Et apparemment, ça serait pas non plus la fête attendue pour Joker 2, qui sort pendant qu'on enregistre demain. Oui. On enregistre le premier. Et les estimations sont également revues à la baisse. Voilà. Si vous voulez d'autres bonnes nouvelles, n'hésitez pas. Je suis là. En même temps, pour Joker 1, il me semble que de même, il avait eu le milliard de recettes. Oui. Et là, ils sont sur des estimations rentables ou pas du budget ? Oui, je pense que ça reste rentable, mais il baisse tranquillement. Donc peut-être que la com n'a pas donné ce qu'il voulait qu'elle donne. Alors, autour de la table, je crois qu'on n'a pas vu le film, oui, Lazare ? Après, ce qu'on peut dire, en tout cas à l'échelle du luxe, c'est que pour la sortie nationale demain, on a quand même beaucoup de réservations. Ça va être quand même une sortie majeure. Je pense que aussi, ce qui va en pâtir, c'est surtout les critiques qui sont pas aussi bonnes que pour le premier Joker, puisque c'est vrai que Joker 2 a pas été super bien reçu non plus à la Mostra de Venise. Il n'a pas eu une innovation comme le premier a pu avoir, puisqu'il a eu le Lion d'Or. Et là, le 2 reçoit un peu une indifférence par rapport à, on va dire, à sa sortie. Même si la hype était énorme, c'est vrai qu'elle commence petit à petit à s'essouffler au vu des images et au vu des critiques qui arrivent. Donc peut-être que c'est vrai que les estimations sont à la baisse et surtout que Warner fait extrêmement attention au public test.
Et Lazare qui fait... Heureusement que c'est pas filmé puisqu'il est en train de faire des cabrioles. Donc on essaye un petit peu de meubler tout ça. Et Kevin, tu avais une actu cannaise sur éventuellement des événements qu'on pourrait suivre, qu'on pourrait assister sur Caen, sur le Cinéma Luxe, l'Amphidor ou au Café des Images même. Alors au Cinéma Luxe pour le mois d'octobre, on a beaucoup de choses comme tous les mois. Si vous voulez retrouver ce qui se passe, on a la rubrique événements. C'est également le cas pour le Café des Images qui sur son site a toute une rubrique événements. Côté luxe, on aura à partir du 9 Stella, une vie allemande. On aura un débat autour de vivre dans l'ère nazisme. Donc ce soir, techniquement, si vous êtes donc l'émission va être diffusée le 9, donc ce soir, le jeudi 10 octobre. Ah, 10 octobre, pardon. Avec un historien qui sera présent, donc c'est l'occasion de voir un film alors qui était sorti il y a quelques mois déjà, Stella, une vie allemande, mais avec tout un côté historique derrière. Et on aura aussi, ça je tiens à le dire, le dimanche 13 octobre, une avant-première de Sauvage. Ah, t'es parti. Il est parti voir l'événement en fait. Donc de Sauvage. Vas-y, reviens. Il est bien, je vous assure, il ne faut pas couper le micro. Sauvage, qui est le nouveau film du réalisateur qui avait fait Ma vie de courgette. Ah oui. Donc ça débarque au Luxe le 13 octobre, donc voilà. Et Rashomon pour le cycle UIA qui va commencer. Culte. C'est l'Université Interage, ça sera le lundi 14 octobre à 9h. Ouais. Rashomon. Bon, là, c'est un peu particulier pour moi d'aller voir le film, mais c'est pas mon horaire. Oui, Lazare ? Pour l'anecdote, Rashomon produit par Coppola quand même, dont on va parler plus tard. Oh là là, les transitions, t'aimes ça, hein. Pour le coup, bien joué. Bon bah écoute, et tu as fini ta petite revue, j'imagine ? On a la nuit, la nuit du Café des Images qui sera la nuit, leur nuit Halloween. Il y en a une tous les ans. C'est vrai. Ça revient cette année, donc c'est fin octobre pour Halloween. Et on vous invite à aller découvrir la programmation. C'est toujours un moment très festif. Une nuit, de toute façon, oui, le Café des Images a toujours apprécié ces nuits Halloween. Ça a toujours bien fonctionné et tant mieux, évidemment. Est-ce qu'il y a une nuit au luxe prochainement ? Est-ce qu'on peut avoir des coulisses, un indice, quelque chose ? On en discute. Si vous avez des pistes, envoyez-nous des mails. Ok. Parce que oui, il y a quelle adresse ? films. Ouais, ça on y travaille. On a quelques pistes. Le problème, c'est de faire une nuit autour de ces pistes. Donc, on a par exemple Bong Joon-ho. Est-ce qu'on peut faire une nuit autour de Bong Joon-ho ? Ça, c'est une question. On a le film d'animation, Le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on peut faire une nuit autour du Seigneur des Anneaux ? Voilà, c'est plusieurs propositions. Je peux proposer. Dis-moi. Un acteur pour moi qui est un peu délaissé en ce moment, donc j'aimerais bien qu'on fasse une nuit dessus. Bon, c'est un amour comme un autre, hein, mais Depardieu, une nuit Depardieu. Donc on commence par, je vois beaucoup les sourds et muets là, ils sont super contents. Bah oui, ils ont pas les actus, c'est normal. Oui, Lazare. Premier degré, il y a quelques années, oui. Je l'avais imaginé, je m'étais dit ce serait incroyable qu'il vienne et on ferait un énorme banquet dans le hall. Oh là là, ah oui, il vient et en plus vous faites un banquet. Mais voilà, c'était un peu un fantasme. J'avoue que maintenant le fantasme s'est un peu transformé en cauchemar. Donc, mais il y a un nouveau fantasme, Lazare, partage-le. Ah, Lazare. Ah oui, ouais, j'annonce 2026, Road to la John Nuit Hallyday. C'est mon nouveau concept de nuit. Ce sera une nuit consacrée à Johnny Hallyday et au rock en général. Okay. Voilà, j'ai plein d'idées. Il y aura de la Harley, du sosie de Johnny, concert, karaoké. Tu me vends du rêve. Ce sera incroyable. Ce sera mon chant du cygne. Après, voilà, je m'immolerai par le feu sur la chanson. Allumer le feu. Ouais, ça va être énorme. Et on avait hésité pour la As Nightvour. Mais là, on est un peu court. Oui, complètement. Mais par contre, ça peut être pas mal cette idée de Johnny Hallyday. Moi, j'aime beaucoup. Pour le coup, est-ce qu'on n'est pas filmé pour être là ? Ah mais bien sûr, là il va falloir réunir toutes nos forces. Là on n'est pas filmé, ça va devenir on est filmé, regardez Lazare brûler. Ouais, exactement, on va faire ça, je vais y réfléchir quand même. Mais bon, après moi ça me tente, hein, j'aime bien voir ça. Lenny, toi qui adore la bagarre. Et le feu, ça vient de Johnny d'ailleurs. Hein. Johnny Castagne par exemple, t'aimes beaucoup, hein, ce fameux sosie. Très grand idole. Ah oui. Un très grand idole, mais surtout la question de est-ce qu'on va réussir à tenir suffisamment longtemps pour que le projet soit là et qu'on n'ait pas filmé survive à ce moment-là. Parce que, visiblement les projets meurent, les équipes sont changées. Attends, tu nous fais... C'est triste. Je vois. Toi aussi, tu essayes de faire des transitions sur le temps qui passe, les ellipses, etc. Puisque le sujet de notre émission, évidemment, c'est Mégalopolis. On a assez insisté dessus. Mais avant de critiquer, écoutons son OST.
Et c'était Vesta Sweetwater, donc l'OST de Megalopolis, puisque maintenant nous décidons un petit peu de se concentrer sur ce film qui peut faire débat, et à mon avis, si vous l'avez vu, c'est une expérience à vivre, qu'on a pu aussi vivre pleinement au Cinéma Luxe, puisqu'il y a eu une petite participation, un petit événement, on va vous détailler cela, qui n'est pas forcément fait dans tous les cinémas d'ailleurs, puisque c'est une demande de Francis Ford Coppola, on va détailler cela. Retour donc sur ce Megalopolis de Francis Ford Coppola, film qui a donc été présenté à Cannes cette année en compétition, qui a plutôt été reçu donc sur des critiques plus négatives que pour vraiment en parler comme un chef-d'œuvre, même s'il a eu certaines critiques de personnes qui ont trouvé que c'était un chef-d'œuvre à juste titre peut-être. On va le détailler, et d'autres évidemment qui trouvent que c'est un parfait navet, un parfait même nanar complètement, au vu des ambitions du film qui invente ses propres codes, et ça on peut tout de même rester là-dessus de très longues minutes à bugger sur beaucoup de scènes, beaucoup d'événements avant de détailler tout cela. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a apprécié Megalopolis? Ah, attention, question piège. J'ai 2 mains qui se sont levées. On va commencer par Lenny, d'abord, dans l'ordre des choses, je pense. Alors, Lenny, est-ce que tu apprécies? Apprécié, oui. Mais je ne dirais pas que genre, ça va être un bon film ou que ça va être une expérience facile. C'est quelque chose, pour moi, qui est unique. Ça a été un moment qui est très particulier parce que j'ai à la fois envie de revoir le film et terriblement peur de le revoir parce que je me dis que je vais pas revoir ce moment. Je comprends parfaitement qu'on en soit resté en dehors, que c'est pas un film agréable sur beaucoup de points, mais pour moi c'est un film tellement unique, je ne peux pas ne pas l'aimer un minimum. Oui, surtout que Francis Ford Coppola y a donné toute son âme, et il a hypothéqué aussi. Donc, comme on a eu un petit Lux Picture Show avec une petite question dessus, donc il a vendu un vignoble, il me semble. Je regarde Raphaël, puisqu'il a présenté ce Lux Picture Show avec Lazare qui l'a écrit. Donc, c'est pour cela que je détaille un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un événement en lui-même. Il l'a déjà présenté, ça faisait 20 ans qu'il voulait faire ce film. Et Lazare, tu voulais compléter ? C'est même encore plus, ça fait 40 ans qu'il a envie de se faire ce film. Après, c'est pas 40 ans non-stop. Oui, c'est pas Luc Besson qui nous dit « Tiens, ça fait 15 ans que j'ai écrit Lucie. Bon, frérot, calme-toi des fois un peu. » Mais alors, justement, on rebondit. Lazare, toi, tu as vraiment apprécié ce film, de ce que je comprends, puisqu'on s'est dit un petit peu avant l'émission, qui aurait le plus apprécié autour de la table ce film. Tu as dit que tu as essayé de le défendre. Ouais, alors, non, je dirais pas que j'ai apprécié au point. Je pense que Lenny a plus apprécié le film que moi, ouais. Mais c'est juste, on va dire les termes. Personne autour de cette table n'a trouvé ça génial. Quelqu'un l'a trouvé génial, Lenny ? Non, je pense qu'il y a trop de ratés pour considérer ça comme génial. Sauf si de l'autre côté on contredit peut-être. Non, j'allais faire une blague à la con, mais j'arrête. Oh là, t'arrêtes ta carrière ? Ouais, j'arrête. Okay. J'avais compris qu'elles ont lâché, donc je vais pas continuer. Ah mince, ouais. Et toi, tu as aimé ce film, Raphaël ? Non, pas spécialement. Par contre, j'ai trouvé un super commentaire sur un Reels de Pathé qui le plébiscite de fou, et une personne qui est un peu véhémente, mais qui résume bien la pensée générale, je pense. Donc si on balance ce commentaire, je peux le lire très rapide, et comme ça on va pouvoir parler dessus, parce que au moins on va écarter tous les plus grands trucs principaux. C'est bien, oui, vas-y. Alors, MB-Boneless nous dit il y a 3 jours: un vieux monsieur qui offre un morceau d'esthétisme très personnel, mais avec un scénario alambiqué, une antagoniste au traitement sexiste qui aurait pu être une critique, mais ce n'est pas le cas, des thèmes abordés avec clichés politiques, un vieux monsieur qui essaie encore de prouver. La forme est magnifique, le fond est vide et sans mauvais. Enjoy. C'est pas mal. J'ai pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Je crois que vraiment, ça donne envie de voir le film. À la régie, ça va ? Vous avez envie de voir ce film, les Sorémets ? Ah ouais, on a vachement envie d'aller le voir. Wouhou ! Oh, c'est vrai ? Ouais. Bon, enfin, je l'ai déjà vu. Oui, bah oui, Marion, tu l'as déjà vu. Mais quelle belle actrice, bravo. Merci, des années de travail. C'est vrai ? 40 ans ? 40 ans à peu 40 près, ans, ouais, oui, parce que toi, tu voulais faire Megalopolis aussi depuis 40 ans. Absolument. Et tu étais dans le vignoble de Francis Ford Coppola. Oui, j'ai essayé d'empoisonner son raisin et tout pour qu'il fasse pas le projet.
et que moi je le fasse, tu vois. Ah, d'accord, oui. À la base, c'était encore une histoire d'un génie voilà, qui a écrit quelque chose, etc., en faisant croire que c'était lui, alors qu'en réalité, c'était une femme derrière. Bah, bien sûr. On va pas énumérer Picasso, Onin, tout ça. Bon, bref. Bon. Merci Marion quand même pour cette participation. Heureusement que tu finis à la régie d'On n'est pas filmé, ça reste un honneur j'imagine pour toi et évidemment c'est un honneur de t'avoir encore une fois. Kevin, toi as-tu apprécié Megalopolis ? Alors, je crois que tout a été dit sur Megalopolis. Certains jubilent à l'idée de pouvoir descendre le film, d'autres s'en font sauveurs alors que clairement le projet est problématique, enfin, en tout cas il est malade. Je pense qu'il faut plus s'interroger aussi sur combien de temps on va parler de Megalopolis. Il y a de très bonnes sorties à côté de Megalopolis. Est-ce que le film mérite tout ce débat ? Est-ce que si ce n'était pas Coppola derrière le film, on s'y intéresserait à ce point-là ? C'est mauvais et on passe à autre chose. Alors Lenny. Alors je suis désolé, je me permets de rebondir avec une comparaison qui est d'un autre domaine, c'est-à-dire du monde du jeu vidéo, avec notamment les gens qui avaient critiqué le jeu Death Stranding, à dire la même chose, c'est-à-dire oh, si c'était Kojima, les gens n'en parleraient pas, et ma réponse sera bah oui, mais si c'était pas Coppola, il n'y aurait pas de film. Donc pour moi, c'est un argument qui n'existe pas parce que par définition, si c'était pas Coppola, le film n'aurait pas eu cette gueule-là, le film ressemblerait pas à ça, le film n'existerait pas. Qu'on s'entende bien, je suis parfaitement d'accord à me dire qu'il y a des films qui méritent plus. Et le film a plein de problèmes, mais pour moi, ça reste quand même un minimum intéressant d'en discuter. Est-ce que de fait, il devrait porter autant d'ombre sur autant de films ? Je ne sais même pas s'il le fait véritablement en dehors du monde de la critique quand on voit le nombre d'entrées qu'il fait. Lazare ? Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà du nom de Coppola, c'est quand même rare de voir des films avec des ambitions et des visuels aussi démesurés. Enfin, il faut quand même souligner que c'est quand même, il y a énormément d'idées visuelles, il y a des petites scènes. Tu sais, des fois, ça marche juste 5 secondes et tu te dis, waouh, ça c'est génial. Et on avait un collègue au Luxe qui disait qu'il y a un film génial, il y a un chef-d'œuvre qui se cache dans ce film, mais c'est gâché par tellement d'autres scènes. Oui, Raphaël. Est-ce que le chef en question, tu parles de Arthur les Minimoys 3 ? Parce que vraiment, la ville, je sais pas si on peut spoiler un peu. Bah vas-y. De toute façon, personne n'ira le voir. Tout le monde a vu Arthur la malédiction. Donc oui, voilà. Ah oui, oula. Oui, ouais, ça on pourra en parler à l'épisode d'Halloween. Ça mérite un débat. Oui, carrément, en vrai. Mais du coup, non. Oui, vas-y, Raphaël. Pardon, oui, je disais, oui, la ville imaginée à la fin, là, avec une sorte de lierre, de feuilles, de machin, c'est Arthur les Minimoys. Même graphiquement, c'est Arthur les Minimoys, mais à notre époque, avec les mêmes styles graphiques. Ah oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à cette chose informe, en même temps, ce truc cliché. Oui, c'est tout cliché, c'est genre la beauté la plus magnifique et mathématique, c'est en fait la nature. Oui, tu vois, genre, qui finit par être maintenant qu'on est dans le spoil, qui finit par être un New York. Ah oui, pardon, ok, ouais. Parce que techniquement, à la fin, ils sont complètement à New York. Oui, depuis le début aussi, hein. C'est New quoi ? Oui. C'est New Rome. Voilà, mais New Rome, évidemment, avec quand même des colisées, avec des représentations. C'est vrai, mais ils ont les toches. C'était un peu tout le projet, même c'est pour ça là-dessus qu'il y avait déjà une partie de ce projet qui était prévue autour des années 2000, il y avait eu une grande partie qui avait été enregistrée. Spoiler, il s'est passé un petit truc un 11 septembre et du coup le projet a été un peu mis à l'eau quand... de ses propres dires, ton sujet principal, c'est la ville de New York. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Bon, la comparaison Arthur et les Minimoys, c'est un peu le bon mot, hein, forcément. Chacun mérite sa cinéphilie, moi j'ai envie de dire. Oh, c'est salé. J'ai vu le 1 et 2 aussi. T'as vu le 1 et le 2 ? J'ai vu le 1 et le 2, donc tais-toi, déjà. Oh, bah écoute. Vrai cinéphile approuve, tu vois, on est là-dedans. Plusieurs fois. Bétamèche pétable ou pas ? Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas, pétable ? C'est dans Arthur Minimoys ? Ah non, mais bon, d'accord. Bon, on va enchaîner. Si on parlat de Bétamèche, t'as pas Bétamèche ? C'est dans Arthur les Minimoys. Mais oui, mais t'as vu quand même. En fait, j'ai menti, je suis c'est un gros mytho, c'est ça. Si, je les ai vus. Dans Arthur et les Minimoys, ok, il y a Deadpool, je l'ai vu, c'est bon, 3 fois. Le cinéphile démasqué, c'est merveilleux. C'est beau. Et encore cinéphile, si on parle de. Oh, allez, voilà. on débat pas là-dessus. Pour moi, mine de rien, comme tu l'as dit, Lazare, c'est un film qui, à quelques instants, parce qu'il faut véritablement réussir à accepter à plusieurs endroits le film, vous capturez avec une poésie, avec une émotion, avec des visuels que vous n'avez pas vus, alors que 5 secondes plus tard, c'est des dialogues qui n'ont aucun sens et aucun intérêt qui vont nous couper. Mais moi, ce que je trouve quand même un tout petit peu
beau, et je comprendrais qu'on me dise que c'est une forme de surinterprétation, c'est que l'un des plus gros thèmes de Coppola, ça a toujours été à mon sens la famille, que là, l'une des plus grosses emphases dans lesquelles se retrouve dans le film, c'est l'amour que le protagoniste a pour sa femme, donc entre guillemets on pourrait imaginer que Coppola a pour sa femme, et il y a un peu une forme de tristesse à la chose dans le sens où je crois qu'un mois après la fin du tournage, la femme de Coppola est décédée, et je peux pas m'empêcher de voir le film un peu comme une forme de « je sais que tu t'en vas, laisse-moi te dire je t'aime avant ». Oui, Kevin ? C'est-à-dire qu'on parle du fait que le film, voilà, ça fait 40 ans, ça fait 20 ans qu'il doit exister. Maintenant, ce qui est beau, et j'entends ce que tu dis, hein, dans ce film, c'est que sa femme est décédée. Mais le film est pas bon. Et j'ai l'impression qu'on passe notre temps à essayer de justifier le film pour justifier son auteur, dire bah ouais, mais c'est Coppola, faut qu'on s'interroge. C'est un peu facile, quoi. Parce que tu t'es fait un nom, il faut qu'on trouve des bonnes raisons d'aimer ton film, quoi. Lazare ? Non, mais encore une fois, Coppola, pas Coppola, le film, il est quand même à des kilomètres des canons, des standards, des gros blockbusters actuels. Faut pas déconner, il y a dans la façon de raconter, dans les visuels, dans un tas de choses, en fait. C'est sûr que, je dirais pas que le film est rafraîchissant, parce que moi, j'ai plutôt l'impression que j'étais sur le point d'imploser à certaines scènes. J'avoue que le début, c'était dur. Mais après, voilà, il y a une proposition qui est extrêmement naïve, hein. Moi, à la fin, je me suis dit, bon, d'accord, on part là-dessus. Mais voilà, moi, je préfère... Alors, je vais pas dire que j'ai passé un excellent moment devant Megalopolis, mais je préfère ce genre de proposition qui vaut ce qu'elle vaut, plutôt que des films giga-fadas comme Les Dunes et compagnie, qui sont d'une platitude. Ah bah, c'est le cas de le dire. Voilà. Oui, Kevin ? Ouais. Du coup, tu dirais que c'est bon dans le paysage cinématographique d'avoir des contre-propositions comme ça, aussi mauvaises. Mauvaise ou pas, ça c'est chacun est libre de le juger, mais après la proposition elle est là. S'il y a des gens qui kiffent, c'est très bien, mais effectivement j'aurais tendance à préférer que c'est cool d'avoir des propositions en dehors des canons blockbusters, etc. Parce que si on s'enferme juste sur les trucs giga classiques, enfin type Dune, type Marvel, où tu sais ils ont une écriture ultra formatée, bon bah c'est bien, continuons comme ça, c'est toujours la même formule. Voilà, effectivement c'est un film pas ouf, mais qu'il y a dedans 2-3 trucs, et même si c'est 2-3 trucs, même si c'est 5 secondes, ce sera toujours 5 secondes de plus par rapport à toutes les merdes qu'on se tape en permanence. Alors, Kevin, une dernière. Dune est déjà perçu comme un blockbuster qui va à contre-courant des blockbusters, donc c'est un peu bizarre de le mettre là-dedans. C'est pas le cas. Alors, attendez, on va pas épiloguer sur Dune. On va faire une autre émission sur Dune quand il y aura une nuit Dune, de toute façon, quand le 3 va sortir ou quand la série HBO va en sortir 4 ou 5 saisons. En soi, Megalopolis, j'ai l'impression quand même qu'il y a un consensus sur l'idée que la séance en elle-même a été personnelle. C'est ce que j'ai l'impression de voir aussi de par les critiques et de par les avis que vous avez eus aussi, hein. Je parle Marion aussi parce que c'est moi personnellement par exemple ça a été un mal de crâne infini, agréable et des fois désagréable, et comme j'ai déjà dit même c'est un film qui m'a autant marqué que mon mal de crâne est resté. J'ai autant apprécié certaines scènes, comme tu dis, il y a 5 secondes des fois de génie, comme il peut y avoir 2 minutes de catastrophe de science-fiction, de propos, de mal de crâne, d'un seul coup aussi de partir dans des propres codes qu'il invente, où tu es en train de dire oui mais à qui s'adressent ces codes-là, à qui s'adresse ce propos-là, d'où aussi la naïveté des fois qui peut être ressentie, parce que par le cynisme qu'il peut avoir dans certaines scènes, ça on ne peut pas le retirer parce qu'il y a évidemment la scène Miley Cyrus, pour certains ils vont très vite voir, hein. Mais il y a un cynisme évident aussi dans son film, mais qui n'est pas perceptible à tout moment, et donc c'est vrai que certaines fois il va être premier degré, comme Lenny l'a précisé par rapport à son hommage, et quelquefois en fait il va être complètement sur une critique américaine, et ce qui se ressent fortement d'ailleurs avec l'image d'Elvis Presley qui met bien en avant sur une des scènes, et c'est un globi-boulga d'idées qui en soi fustige, arrive tout de même à faire consensus dans nos têtes pour réfléchir sur un matériau politique. Et c'est ce que je disais aussi à certains amis par la suite, c'est que c'est un film que j'aimerais voir dans 5 et dans 10 ans pour voir par rapport à notre histoire mondiale, par rapport à l'histoire de l'Amérique aussi, comment on va recevoir ce film par la suite. Parce que c'est ce genre de film où, alors peut-être que là je vais le mettre déjà comme certains le considèrent comme un chef-d'œuvre, mais je le considère pas comme un chef-d'œuvre premier degré, je le considère comme une œuvre qui va être réinterprétée et réinterprétable. C'est que dans 5-10 ans, peut-être que l'histoire de l'Amérique prouvera que
dans un certain sens, Francis Ford Coppola avait raison avec son Megalopolis sur certains points, puisqu'évidemment, il y a certaines critiques tout à fait, évidemment, c'est une utopie, évidemment, c'est une dystopie par le cynisme qu'il propose. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est que l'Amérique aussi et les codes que propose le film par justement cette vision de l'Amérique sont assez novateurs pour l'instant. C'est un vieux papy qui est certes assez boomer, mais il invente ses propres codes. Peut-être qu'ils vont être réinterprétés dans des films, on ne sait pas. Et peut-être que plus tard, on va se dire en fait, ce film c'était la base en fait de plusieurs films cultes qui vont arriver parce qu'il a inspiré, parce qu'il a motivé certains à changer les codes et à changer aussi la formule du cinéma américain. Quelqu'un voulait rebondir, Lenny ? Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est très drôle parce que tu le vois comme, à mon avis, ce que Coppola a aimé notamment à une certaine époque, et je parle quand il était relativement jeune, au début de sa carrière, avec l'aspect un peu on va expérimenter. Et c'est très drôle parce que pour moi, il y a ce parallèle qu'on peut faire avec Lucas, qui lui également était fan de cet aspect expérimentation, mais qu'il n'a jamais réussi à faire une fois passé Star Wars, alors que pour moi, Coppola a toujours été, ou dans l'expérimentation, ou dans le putain, j'ai plus une thune, faut que je fasse des films vite, faut que je sois rentable, mais malgré tout, même là-dedans, il fait ses délires arty. Encore une fois, même si j'adore la bagarre, c'est un peu consensuel, mais je comprends parfaitement qu'on reste en dehors de ce truc-là. Je pense qu'il aura malgré tout une grande influence sur le long terme. Oui, Raph, un petit mot de la fin. Vous avez résumé bien mieux que ce que j'aurais pu dire, mais c'est une des premières séances de ma vie où j'ai vu autant de discussions juste après la séance, et ça c'est un truc qu'on peut pas lui retirer. C'est vrai. C'est comme que ça crée comme un engouement juste de discussion qui était fou. Enfin, on s'est tous regardés en sortant de la salle en mode qu'est-ce qu'on vient de voir, et on a tous délibéré 1 heure, on savait toujours pas ce qu'on avait vu, on allait boire un verre le lendemain, on savait toujours pas, et là on sait toujours pas non plus, alors qu'on est autour d'une table et qu'on discute avec des gens qui sont plutôt sérieux et intéressé. C'est vrai. Donc ouais, j'adore. Coppola, for the win. On peut lui donner ce point. Kevin, tu voulais ? Non, c'est exactement ce que je reproche au film. Toutes ces discussions inutiles pour comprendre un truc qui est juste raté, quoi. Mais tu veux pas parler ? Non, je ne veux pas parler. En fait, c'est agaçant de voir que... C'est ce que tu disais, ça n'a pas fait beaucoup d'entrées, ça fait pas beaucoup d'entrées, pourtant ça prend une place médiatique monstre. Je comprends pas tellement l'engouement qu'il y a autour pour un truc assez creux, et ça on est d'accord aussi pour dire que mis à part si tu te mets à analyser image par image, ça marche pas plus que ça, quoi. Donc je peux comprendre, évidemment. Et Lazare, alors pour parler autre que Megalopolis en lui-même, tu es intervenu en pleine séance du Lux Picture Show, tu nous as complètement sorti du film. Qu'as-tu fait, si tu peux le détailler un petit peu ? Ah oui, alors on parle de délire de Coppola, là on était en plein dedans. Avant la sortie, on a été contacté par le distributeur Le Pacte qui proposait de faire un happening pendant la séance. Ce happening consistait à reproduire ce qu'a fait Coppola lors de sa séance à Cannes. C'est-à-dire lors d'une scène, avoir quelqu'un qui intervient et pour faire une sorte de... illustrer un hors-champ lors d'une interview. C'est-à-dire qu'il y a une scène où Adam Driver est interviewé par un journaliste. L'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un sur scène qui fasse comme s'il était le journaliste. Donc il faut apprendre un petit peu son texte, on fait du playback. Et voilà, ça dure 1 minute à tout péter. Ouais. J'avoue que... Quand j'ai vu le truc la première fois, j'étais là, on le fait pas, hein, c'est tout pourri. Et puis bon, finalement, on l'a fait. J'avoue que c'est vrai que c'était marrant. C'est dommage parce que j'aurais presque voulu que le délire il aille plus loin, tu vois. Moi, je voulais faire 20 minutes. Alors là, très clairement, carrément un one man show. Et en fait, j'ai l'impression des retours que j'ai eus que finalement ça a déjà un peu réveillé les gens qui étaient en train de mourir sur leur siège. C'est vrai. Et puis j'ai des retours en mode c'était marrant. Ça va un peu dans le sens du film, ou en mode c'est le bordel, il y a des idées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Dans l'idée du film qui te sort à chaque fois de son propos, pour le coup, là, on était en plein dedans. Ah bah là oui, clairement. En fait, on est dans la droite lignée de Coppola, c'est-à-dire il a ses idées, ses fixettes, il a toujours des petites... Je crois qu'il voulait faire un film en direct il y a encore quelques années. Ouais. Ah, il a des projets innovateurs, et puis quand il en parle, tu sais, c'est la révolution du cinéma. C'est ça, toujours. Et c'est pour ça qu'on l'aime, Francis. Donc... on va évidemment vous encourager tout de même à aller voir Megalopolis au Cinéma Luxe, ou alors dans les cinémas évidemment qui vont le diffuser si il arrive à se rentabiliser et à faire un certain succès en France, ce qui n'est absolument pas le cas malheureusement. Mais en tous les cas, soyez curieux et allez vous faire votre propre avis.
Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Mais maintenant, parlons d'autres films aussi que potentiellement on a pu aimer et qui, en fait, en réalité, ont complètement été soit oubliés, soit détestés, ou même carrément, c'est-à-dire que c'est devenu des navets, des nanars entiers, alors que pour nous, ce sont devenus des chefs-d'œuvre indémodables. Autour de cette table, est-ce que déjà vous avez pu avoir ce film que vous idolâtrez, alors que déjà tout le monde le haït? Oui, Lenny. Alors, idolâtre est peut-être un grand mot, et si tout le monde le haït, je ne saurais pas dire, mais j'ai entendu beaucoup de mal par rapport à ce film. C'est Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi ce film fonctionne sur moi. Ça n'a aucun sens de tout ce que je vois à l'écran devrait me répulser de cet aspect juste vulgaire, constamment dans l'excès, dans l'aspect couleur. En plus, il n'y a même pas de bagarre. Pourquoi t'aimes ce film? Si. Ah oui, il y a de la bagarre. Dans Roméo et Juliette, il y a la bagarre. Ah, j'avais pas. Je l'ai plus en tête. C'est pas grave. Mais preuve en est, moi je l'ai oublié, tu vois. C'est dommage. Pourtant, j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui marche à l'instant T, alors que, je sais pas, l'aspect un peu moderne, alors qu'on a les dialogues, des textes presque originaux, ça devrait pas fonctionner. Mais il y a cette espèce de côté que je pourrais rapprocher d'un Megalopolis, c'est-à-dire tellement dans l'absurde, tellement dans ce que je vois n'a aucun sens. Je sais pas où je suis, mais je suis bien. Bon, c'est déjà vraiment en soi petite idolâtrie quand même, parce que bon, t'as passé quand même une bonne séance devant. Ah bah oui. Tu l'as vu récemment? Oui, bah généralement. Tu le revois souvent? Je l'ai revu, je crois, il y a peut-être un an. Ah oui. Tu le vois souvent quand même. Je l'ai pas découvert il y a très longtemps. Moi, c'était un film de mon adolescence pour le coup, celui-là. C'est pour ça qu'à mon avis, je l'ai pas mal oublié. Il y a d'autres films comme ça autour de la table de ces derniers films, ces derniers temps. Un film français. Oui, Raph. Moi, j'allais dire Arthur la Minimoys 3. Ah mais oui, finalement, non. En vrai de vrai, non. On en parlait tout à l'heure. Alors, je pense qu'il a pas été si détesté que ça par tout le monde, mais il a créé un peu le débat aussi. C'était Boy the Fred de Ari Aster. Oui. Qui a laissé indifférent. Ah ouais. Toi, certains. Oui, il y en a qui étaient plutôt indifférents parce que tout le monde adore Ari Aster pour ce qu'il a fait au début. Ah oui, pas tous autour de cette table. Ah, bon. Alors que bon, pour moi, Heredity, c'est quand même un des meilleurs films d'horreur de ces 20 dernières années, très largement. Et du coup, non, j'ai beaucoup aimé ce film. Bon, c'est très freudien. Ça parle de kékette, de rapport à la maman. Oui, c'est là où on te rejoint. C'est le côté, j'ai adoré le film, mais c'est vrai que c'était un peu trop potache, un peu trop grossier pour être grossier. D'après moi, à certains moments, enfin, c'est bon, les grosses couilles, c'était drôle quand on les voit arriver une fois. Mais bon, voilà, quand même, on a compris le truc. Mais tu parles pas de grosses couilles dans une émission, toi, décidément. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment un compteur, c'est un toc. Si je vais pas, je meurs. C'est vrai. Et non, j'ai beaucoup aimé ce film, du coup, avec des propositions visuelles assez incroyables qui en ont laissé certains pantois, notamment la scène quand les grosses couilles. Alors, les grosses couilles, oui, mais surtout. Mais quand ça part en 2D à moitié, en animation, quand il part à la ferme, qu'il y a ses enfants, il vit toute une vie entière dans sa tête. Oui, là, je te rejoins. Alors, j'en ai un qui ça l'a vraiment saoulé. Ah oui, et je tourne mon regard vers Lenny. C'est pas le super débat là. Mais attends, d'abord, Lazare, je crois qu'il y a Lazare qui parlait, pardon. Ouais, moi j'ai tellement kiffé le film. Mais effectivement, c'est ultra perturbant. Moi, la scène du grenier, donc avec la grosse paire de baloches. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que moi je retiens les baloches, mais c'est un énorme appareil génital. On a un connaisseur ici. Il y a bientôt une émission d'ailleurs sur les bites et les couilles. Quand j'ai vu ça, alors moi j'étais déjà très client du film, mais alors quand j'ai vu cette scène du grenier, mais je me suis dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter? En fait, moi je pensais que le film, c'est ça j'ai adoré, c'est que je pensais que le film c'était la fin, et là, mais what the fuck, Denis Ménochet à la fin, j'en pouvais plus. Et effectivement, tu parlais de la scène dans les bois. Oula, je suis en train de muer, j'ai encore 15 ans. C'est vrai. Et non, la scène dans les bois, je trouve ça assez fou. Je crois que c'est la première fois que j'avais l'impression d'être hypnotisé par une scène. Et c'est tellement fluide, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? T'as ce son ambiant comme ça. Incroyable. Et tu te dis, mais what? Et ça dure super longtemps et ça passe super bien. En fait, le film, il cherche à provoquer des émotions, des feelings qui sont vraiment à rebours de ce qu'on peut voir maintenant. Donc moi, j'ai trouvé ça cool. Putain, je me suis tapé des barres, vraiment, c'était marrant. Je rebondis sur les idées, ce que peut faire ressentir aux gens. Le premier acte, la première partie, elle est incroyable. J'ai jamais autant ressenti, vu un film qui retranscrit aussi bien des peurs aussi enfouies en nous qu'on a tous en soi. C'est pas qu'une phobie, ce que les gens envahissent chez toi, ou ce que t'es pas de prise sur le monde. C'est incroyable, c'était fou. J'adorais.
Bah, pour le coup, voilà, gros fanat. Et beaucoup ont détesté. Je l'ai vu quand même, pas mal de critiques là-dessus. Mais bon, 3 heures quand même de film qui, en soi, reste une expérience aussi tout à fait intéressante. On reste dans les expériences cinématographiques tout de même. Oui, Lazare ? Avant de revenir peut-être sur le film que j'ai bien aimé et que tout le monde déteste, je veux dire, moi j'étais parti pour 40 minutes de plus, Beau is Afraid. Allez hop, c'est parti. Ah ouais, non, c'était vraiment un gros coup de cœur, ma perso. Je peux comprendre. Moi, c'était 40 minutes de moins que j'aurais voulu, mais c'est chacun ses goûts. Mais après, c'est parce que les 2 premières parties sont excellentes. Et donc, tu as ton petit film aussi. Ouais, moi je sais pas si vous l'avez vu, c'est peut-être un peu moins connu, c'est Orange Sanguine. Est-ce qu'il y en a qui l'ont... Ah ouais, alors visiblement, il y en a qui l'ont vu. Moi j'adore. Putain, je suis encore en train de muer, c'est pas possible. Ouais, j'adore parce que en fait j'ai eu 3 énormes fous rires dans ma vie dans des séances de cinéma. Je pense que la première ça doit être Monty Python au Festival d'Angers, quand la salle elle est bidonnée de rire, mais c'est incroyable, j'en pleurais mais j'avais les larmes aux yeux. Puis j'ai eu un autre film, c'était Apnée. En fait c'est le film d'avant du même réalisateur, de Jean-Christophe Meurice, donc qui a fait après Orange Sanguine. Et pareil, j'en chialais de rire, j'en pouvais plus et je m'étais dit mais putain c'est un des films qui m'a fait le plus rire de ma vie. Et là Orange Sanguine, incroyable, rebelote. La scène d'ouverture, j'en pouvais plus, j'avais mal aux côtes, c'était incroyable. Quand ça t'arrive, mais c'est du génie. Et je suis même allé, je suis retourné voir juste les 10 premières minutes, juste pour le plaisir de rigoler. Et peut-être je termine juste parce que je veux quand même rebondir sur ce qui a énormément clivé les gens, parce que je le vois venir, Kevin, c'est la deuxième partie. Bah oui, parce que c'est un film vraiment avec une première partie qui est très drôle et la deuxième, personne n'est prêt. Oui, c'est trash. C'est un film, c'est une comédie où il faut se préparer quand même mentalement. Ouais. Oui, Kevin. Alors en fait, pour être allé voir Les Pistolets en plastique, avoir regardé un petit peu le dossier presse, donc Pistolets en plastique qui est le film d'après, c'est quelque chose qui plaît au réalisateur de venir casser un petit peu l'aspect comédie, de mélanger les genres. Et donc quand on passe de quelque chose de très drôle, où moi aussi j'ai beaucoup ri, à un viol, c'est un petit peu bizarre comme sensation, toujours imprégné un petit peu de cette comédie, d'humour noir. C'est beaucoup moins drôle. Il a réitéré dans Les Pistolets en plastique qui parle de l'affaire du pont de Ligonnès, qui est un petit peu moins drôle et qui se clôture avec le passage où le père Ligonnès tue toute sa famille. Mais on voit ça avec le coup de fusil sur sa fille, tout ça. Et donc non, je vois l'objectif, mélanger les genres. Je trouve pas que c'est quelque chose qui marche très bien et ça me coupe très vite dans l'humour. Après, je pense qu'aussi, pour être un grand fan de Jean-Christophe Meurice, pour le coup, qui aussi a découvert Apnée, et qui était un de mes films préférés, Orange Sanguine, j'en parle même pas, et Les Pistolets en plastique, j'ai eu un fou rire infini devant la scène en plan séquence où une dame d'immeuble va présenter la maison donc du pont de Ligonnès à deux jeunes enquêtrices, et elle est en train de déblatérer pendant 2 minutes de suite sur tous ses voisins, comment ils sont, etc. et toutes les critiques. J'ai hurlé de rire au cinéma, c'était à l'Omnia. J'étais avec un pote, je crois que c'était l'une des... J'ai rigolé une demi-heure après avec lui dans la voiture, tellement c'était drôle. Et on a été aussi horrifiés. Bon, lui, il n'était pas préparé pour le coup, mon pote, à côté de moi, pour la scène en question. Mais c'est un film, à la fin, on se réinterroge en permanence, par contre, sur la comédie qu'on vient de voir. Donc on a rigolé, on s'est fait des fous rires, ça c'est Jean-Christophe Meurice, et on a été traumatisés. Donc ça c'est Jean-Christophe Meurice, c'est que vraiment, on arrive toujours à avoir une expérience, encore une fois, cinématographique. On rejoint le tout, c'est vraiment... Parce que pour moi, Orange Sanguine, c'est ça. On rigole et après, on se réinterroge aussi sur les conditions sociales et aussi ethniques. Donc, oui, Lazare, tu voulais rebondir ? Ouais, juste très rapidement. En fait, moi, c'est ce côté, passer du rire à un truc horrible. C'est que c'est une sensation qui est quand même particulière, et moi, j'avoue que j'aime bien. J'en parle souvent de cet exemple, mais je sais pas si vous avez vu Week-end de Jean-Luc Godard. Moi, en fait, le film, t'as des trucs super intéressants. Il y a une scène notamment, c'est un plan séquence d'un embouteillage. Ça doit durer bien 15-5 minutes. C'est un long travelling sur l'embouteillage et t'en peux plus et tout, t'es énervé. Et en fait, à la fin
fin du plan, tu te rends compte qu'il y a un accident et un vrai drame qui s'est passé. Et du coup, tu te dis putain, ça m'a fait chier. Et à la fin, c'est hyper tragique. Et moi, j'aime bien quand le film te pousse dans tes contradictions. Tu t'es bien marré au début, bah tiens, prends-toi ça dans la gueule dans la prochaine heure. Mais après, je vois les limites. Moi, je trouve que Orange Sanguine, effectivement, c'est pas adapté à tous les publics. En fait, il va peut-être trop loin. Même si effectivement, comme dit Kevin, l'idée est cool, mais effectivement, je trouve que c'est peut-être de trop. Mais c'est surtout pour la première partie. Comment oublier un truc aussi drôle ? Voilà. Et surtout, Orange Sanguine et les pistolets en plastique, je n'ai jamais eu de cesse de dire à mon entourage qui potentiellement allait voir les films de se préparer mentalement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose où, si jamais vous voulez voir ces films-là, préparez-vous. Ils sont interdits quand même. Alors voilà, ils sont pas adaptés à tous les publics, donc je vous conseille vraiment, âme sensible, s'abstenir. Kevin, toi, tu as ce film que tu adores, mais en soi, qui n'a pas été si bien reçu que ça. C'est un peu dur à dire. J'ai cherché toute la journée, j'ai cherché. Il y avait dans le milieu cinéphile Barbie qui s'était bien fait démonter, alors que je trouvais que c'était un bon divertissement. Et sinon, Lazare me suggérait Le Crocodile du Botswana de Fabrice Eboué, qui m'avait bien fait marrer à l'époque où je l'avais découvert. Et je sais pas si Barbac avait été bien reçu aussi à ce niveau-là. Mais je suis plutôt client pour le coup de l'humour à la Fabrice Eboué. Il va bientôt ressortir un film qui est Gérald le Conquérant sur Caen, enfin sur la Normandie en tout cas. Donc voilà, moi l'humour un peu, voilà, on est entre nous, bon, ça me fait rire. Ouais, bah Fabrice Eboué, je te rejoins totalement là-dessus. Bah écoutez, en soi, ça fait une belle liste à regarder de films. Moi, j'avais Titane vite fait évidemment, parce que souvent il était hyper critiqué parce que c'était une Palme d'Or, alors que pour moi c'est l'entrée d'un genre en soi dans un grand palmarès, ce qui fait enfin plaisir de. Oui, Raph, tu me fais des comme si c'était une évidence. Non, j'ai eu trauma. Grave, c'était vachement bien parce que c'était fin. Titane, je suis évanoui dans la salle, c'est super. Ah oui. Ah ouais, premier date en plus avec ma meuf. C'était génial, elle m'a porté dehors et tout. C'est il y en a qui se marre à l'intérieur de la salle là-bas. Ouais, bah écoute, tu fais rire Marion, puis elle se fout vraiment de toi. C'est 2 semaines à en remettre, Marion. C'était horrible. C'était horrible. Ah oui, mais moi je suis désolé, j'adore Titane. Donc, moi je peux comprendre parce que de base je suis hyper fan de ce genre de truc en plus, mais je sais pas, j'ai pas tenu. C'était trop bon moi. Et quelle scène tu te rappelles ? Je vais pas te la dire, sinon je vais me lire en direct. Ah oui, oh d'accord. Ah oui, à ce point-là. Ah, oui. Ah, je crois voir. Je crois voir. Oh, il y en a trop. C'est la voiture évidemment. Moi la voiture avec les femmes, moi non plus je peux pas, ça ne colle pas. Allez, on peut s'évanouir là-dessus, hein, évidemment. En parlant justement de voiture, c'est parti pour une petite virée. Et après cette petite virée, revenez avec nous, on va vous faire une petite carte blanche. C'était Kavinsky, Angèle et Phoenix, la version qu'ils avaient présentée lors de la clôture de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. En parlant artistique, on va dire, de partir sur une autre virée, encore une fois, tu nous proposes une petite carte blanche. Donc Raphaël, je te laisse la présenter. Bah, c'est gentil. Alors comme beaucoup de gens peuvent le savoir, ceux qui me connaissent, je suis un grand fan d'un auteur de BD assez connu qui s'appelle Garth Ennis. Alors là, vous avez fait comme Lazare maintenant des... Je sais pas qui c'est. Si, c'est le mec qui a fait The Boys par exemple, dont la série adaptée sur Amazon a eu pas mal de succès. J'aurais pu vous parler de ma BD préférée de tous les temps, qui est de cet auteur qui s'appelle Preacher, mais c'est un peu trop connu parce que c'est vraiment sa BD la plus connue. Donc je vais parler de Hellblazer, qui est une autre de ces séries un peu plus vieilles, mais que là j'ai dévoré en 3 jours récemment. Il y a 3 tomes de je sais plus combien de pages, mais ça se boit comme du petit lait. Alors Garth Ennis, qui c'est déjà ? Alors son travail est reconnaissable tout d'abord par une violence extrême accompagnée d'un humour noir et blasphématoire. Là je lis un peu Wikipédia quand même parce que j'ai un flemme de faire mes recherches entières. Il a travaillé notamment avec des dessinateurs comme Steve Dillon, qui est très connu pour avoir notamment dessiné Preacher et Hellblazer dont je parle. Et qu'est-ce qu'il a fait de très connu ? Il a commencé en tant que scénariste en 89 avec la série Troubled Souls, qui raconte l'histoire d'un jeune protestant apolitique se retrouvant mêlé malgré lui dans le conflit irlandais. Donc le mec a toujours eu un rapport avec l'histoire de son pays et d'autour, parce que voilà, le mec aime taper sur les grandes instances et sur les mouvements politiques qu'il n'aime pas. Ma voix est partie aussi comme toi, Lazare.
thème. Alors les autres œuvres du bonhomme, donc il a fait The Boys, comme j'ai dit tout à l'heure, The Demon. Il a fait quelques épisodes de Ghost Rider pour ceux qui aiment bien DC, dans DC ou Marvel, pardon. Il a fait Crossed, une BD extrêmement violente qui a notamment peut-être inspiré ou qui se rapproche beaucoup d'un film, alors c'est thaïlandais je crois, The Sadness, qui est sorti il y a quelques temps, qui est extrêmement violent. C'est vraiment la même chose quoi. Il a même bossé sur plusieurs épisodes d'Halloween pour les Simpsons. Et oui, c'est lui qui a scénarisé la saison 9, 10, 14 et 17. Juste d'Halloween, par contre. Alors, mais Hellblazer, qu'est-ce ? Alors, c'est tout d'abord des dessins avec Steve Dillon, comme je l'ai dit précédemment, qui a un sens de la mise en scène et une efficacité pure, avec une action qui est lisible, et surtout il fait des tronches qui sont toutes vraiment plus antipathiques les unes que les autres, mais qui sont très reconnaissables. Il a aussi ses couvertures qui sont dessinées par le génial Glenn Fabry, qui a un style qui est encore plus reconnaissable parce que toutes les plus grandes couvertures de BD que tu connais viennent de lui. Genre Bane qui se fait casser Batman qui se fait casser le dos par Bane, c'est lui, celle où on voit toutes les nervures de chaque muscle, la peau grasse, les poils qui dépassent et tout, c'est super sombre, c'est réaliste en même temps, c'est hyper à vif et plus gros que Bigger Than Life, comme dirait Gilles Lelouch, et j'adore, c'est magnifique. Hellblazer, du coup, c'est l'histoire d'un personnage très connu, John Constantine, dont vous avez pu voir les aventures adaptées au cinéma en 2005 avec Keanu Reeves, qui a fait d'ailleurs un très bon John Constantine, même s'il n'est pas blond, parce que si on reconnaît une chose, c'est quand même son trench, sa clope au bec et sa blondeur, et aussi bien sûr à son air désabusé et à sa pratique d'exorcisme à ses heures perdues. Alors je vais peut-être vous lire carrément le texte que j'ai fait parce que je vais me perdre. Hellblazer, du coup, c'est Garth Ennis qui reprend le flambeau d'un personnage qui était déjà installé depuis un moment, démarrant d'abord. Alors du coup Hellblazer, ça commence, je suis vraiment un peu perdu là, ça démarre par son fameux face-à-face avec Mephisto, aka le diable, avec qui il joue un tour pour soigner son cancer des poumons. Et ça continue ensuite avec pas mal d'aventures, plus ou moins reliées à cette première mésaventures. Mais ce qui est génial avec Garth Ennis, c'est qu'il déteste les super-héros. Alors moi j'adore les super-héros, mais le fait qu'il les déteste mais qu'il le fasse bien, c'est trop bien. Parce que là-dedans du coup c'est vraiment plutôt des enquêtes un peu néo-noires où l'on peut se délecter de toute la dégueulasserie du monde, des puissants et autres organisations politiques que l'auteur adore dénoncer et tourner en critique acerbe, et aussi des simples histoires de mecs qui volent. Alors pardon, j'ai fait une comparaison avec autre chose, mais je suis perdu comme d'habitude. John, alors qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il vit dans les quartiers nord de Londres. Il se peinte la tronche au pub en fumant ses guinzes, et de temps à autre, il est appelé pour aider à retrouver un membre de la famille royale possédé par un démon lors d'une soirée BDSM magie noire. Voilà, j'ai résumé un peu Hellblazer et tout son univers. Moi, je vous dis, allez-y, c'est 20 balles le tome, et j'aurais pu même payer plus tellement c'est bien pour l'acheter. Peut-être 25. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Et merci Raphaël pour cette carte blanche très 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 fournie en informations. C'était quand même, t'inquiète pas, une très bonne carte blanche. Hein. Je te vois déjà avec ta petite tête, là, ta petite moue, mais tout va bien. T'as passé une bonne émission quand même, Raphaël. Oui. Oui ? Oui, en vrai, non, carrément, c'était trop bien. Franchement, je suis trop content d'être là. Quand même, pour notre première de On n'est pas filmé, ça faisait particulièrement plaisir de t'avoir autour de cette table. Kevin, merci aussi d'avoir proposé la revue de presse et évidemment ta critique et aussi ta position, bien que évidemment dithyrambique, mais au moins ça a permis de débattre. Donc merci pour ces magnifiques débats que tu nous as proposés. Merci, j'espère qu'on parlera d'un film qui mérite qu'on parle de lui la prochaine fois. Eh ben écoute, avec plaisir, tu vas devenir notre nouveau Lenny sur l'émission. Lenny, justement, qui est devenu carrément un petit nounours à adorer les petits vieux. Donc Lenny, merci pour aussi cette proposition et cette émission. Mais comme quoi, voilà, on change d'émission, le monde change, je ne suis plus le vieux connard, voilà, je ne suis qu'amour au final. Et dès qu'on n'est pas je vais te casser la gueule. Oh, arrête. Ça m'avait manqué. Et donc, là, le détail important, c'est qu'on n'est pas filmé, mais on est filmé. Il y aura certainement des images sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur les pages qu'on va vous proposer, évidemment, autour de On n'est pas filmé. C'est la bonne blague. Eh oui, eh oh, et c'était le plot twist, en fait, on est filmé depuis le début. Bravo les amis, on les a bien eus. On les a bien eus. Complètement fait avoir, hein. C'était un micro caché. Et on a aussi Lazare qui a préparé aussi cette émission à bras le corps tout de même et qui nous a aussi réunis pour une magnifique proposition qu'on vous propose d'ailleurs ici avec ce pilote. Donc on n'est pas filmé, c'est aussi en partie grâce à lui parce que c'est toi qui as eu l'idée du titre tout de même. Donc on donne à César ce qui est à César.
comme Mégalopolis, il y a César. Bah non, mais en tout cas, trop bien ce pilote. C'est vrai que c'est cool de démarrer un peu de zéro comme ça. J'ai trop hâte de voir où est-ce qu'on peut aller. Et puis je pense qu'on peut encore améliorer. Il reste pas mal de choses à faire, hein, notamment on n'a pas de visuel. Hein. Ah, ça. Globalement, à l'heure où on vous parle, on n'est pas encore calé sur tout. Et j'espère que ça va être de mieux en mieux, qu'on va pouvoir faire participer d'autres personnes, que ça va vraiment s'envoler. Il y a du potentiel. Donc voilà, trop bien. C'était hyper agréable d'être parmi vous. J'espère que je pourrai revenir, si tu m'y autorises. Évidemment. Et puis avec ce studio aussi que Station B nous donne encore grâce aux opportunités. Merci évidemment, encore une fois, à Station B. Merci Marion à la régie. C'était toujours un plaisir évidemment d'avoir une personne à la technique aussi compétente, il faut le dire. Donc merci de nous accompagner aussi sur cette nouvelle émission, cette nouvelle proposition. Merci. Avec plaisir. En plus, à la régie, j'étais avec Joseph et Zéphyr et donc nous on a bien rigolé pendant l'émission. Un petit bonjour quand même de Zéphyr et... Bonjour, bonsoir. Ah, bonsoir, ils sont pas muets en fait, ils sont juste sourds. D'accord, écoute, ça fait plaisir. C'était les petites marionnettes aussi derrière qui faisaient les puppet shows, c'était super. Voilà, puppet show c'est un compliment, hein, vous inquiétez pas. Cœur, moi aussi je vous aime, je vous adore. On est filmé, faites attention. Et ça c'est un doigt d'honneur, Marion. C'est complètement un doigt d'honneur. Oui. C'est ta dernière du coup. Ouais, je crois. Ah d'accord, ok, super. Tu laisses la place à Zéphyr ou à Joseph? Ah non, je prends tout le matos avec moi, je me casse. D'accord, super. En fait, on n'est pas filmé, c'est déjà fini. Mademoiselle Doré, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore la... Alors il devait rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui fait jouer. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Moteur! Oh putain, moteur!